Bonjour, nous allons continuer toujours avec, et là nous allons aborder le deuxième cours sur le système d'information médicalisée ou le système d'information médico-économique. Si vous vous rappelez, quand nous avons abordé le cours sur le financement du système de santé, nous avons dit que parmi les modalités de paiement des prestataires, il y avait différentes modalités et que toujours il fallait voir les caractéristiques de chaque modalité et il fallait regarder le risque financier. Et parmi les modalités où le risque financier était modéré aussi bien pour le prestataire que le payeur, c'était bien sûr le paiement par cas. Cependant, il y avait une condition, c'est que pour mettre en place un système de paiement par cas, il fallait disposer d'un système d'information et d'enregistrement qui est efficace et aussi validé. Alors, l'objectif du cours, donc pour reprendre un petit peu quels sont les objectifs, c'est que nous allons voir, d'abord on va parler un petit peu du système d'information médicalisée, qu'est-ce que c'est, donc on va le définir, de décrire les différents supports et la ressource principale d'un système d'information médicalisé, et là nous allons beaucoup plus développer ce qu'on appelle le RSS, le résumé standard de sortie, et quels sont les référentiels qui sont utilisés par rapport dans ce système, tels que la CIM-10 et la nomenclature générale des actes professionnels. Alors, revenons maintenant, qu'est-ce que c'est l'information? Alors, peut-on définir qu'est-ce que c'est une information? C'est d'abord c'est la mise en forme d'une donnée initiale en vue de sa transmission vers un récepteur. Bien sûr, l'information peut être de différentes natures, donc elle peut être de nature informatique, biologique, activité documentaire ou quelle que soit. Alors, nous avons une donnée, cette donnée initiale, quand on va la transmettre, donc on va la traiter pour qu'elle soit une information. L'information appelle toujours à l'action. Alors, qu'est-ce que c'est un système d'information? C'est tout simplement, tel qu'il a été défini par l'Atlas en 1999, c'est un ensemble organisé des informations relatives à une entreprise ou à un domaine de connaissance. Dans ce processus, il y a toujours un émetteur, il y a un récepteur, bien sûr. Alors, un système d'information, ce qui n'est pas informatique. Donc, quand je parle de système d'information, ça ne sous-entend pas l'informatique, des micro-ordinateurs, etc. Non. Mais pour le définir, c'est plutôt le dispositif par lequel une organisation s'informe pour gérer son fonctionnement et son évolution. Donc l'outil informatique est indispensable, mais il va aider justement cette organisation à mieux gérer son fonctionnement. Quand on parle d'un système d'information médicalisé, donc dans sa philosophie, il faut qu'il y ait un rapprochement entre deux logiques. D'abord, à l'hôpital, vous avez une logique médicale. Médicale qui fait appel à quoi? Donc, dans sa médiation, on va utiliser, nous posons des diagnostics, nous allons traiter, ça repose sur des protocoles, des techniques opératoires. D'où est-ce que nous tirons ça? Il y a des comités techniques, il y a des sociétés savantes. Et en termes d'évaluation, nous évaluons en fonction, bien sûr, de l'état du malade. Donc, c'est la guérison et la qualité de vie qui a été apportée à ce malade. Dans sa logique de gestion, si je pose la question à un administrateur comment il voit, lui, c'est autre chose. Donc pour lui, il repose sur des règles et des procédures. Donc il va parler beaucoup plus de lits, de journées d'hospitalisation. Et les agrégations, les indicateurs qui ressortent, on va parler de durée moyenne de séjour, du taux de rotation, du taux d'occupation de l'établissement. C'est la tutelle, il y a une tutelle centrale, et l'évaluation, elle se fait sur un plan économique. Donc le système d'information médicalisée, c'est qu'il va apporter un rapprochement entre ces deux logiques, la logique médicale et la logique de gestion. Dans son contenu, c'est un processus qui génère un descriptif de l'état du patient, parce que nous sommes capables de porter un jugement, nous faisons un choix pour un ou plusieurs protocoles, et il y a une prise en charge, d'accord, de l'activité, mais aussi il faut qu'on sache aussi estimer les charges attendues. Donc, et d'autre part, il y a le calcul des dépenses, donc des actes pratiqués. Cependant,
nous pouvons calculer les actes pratiqués, mais nous avons tendance, bien sûr, à oublier la charge intellectuelle, le temps consacré auprès du malade et aussi le temps consacré par les infirmiers auprès de ce malade-là. C'est cette partie-là que nous ne savons pas bien faire. Alors, reprenons une partie qui est sur le système d'information, mais maintenant au milieu hospitalier. C'est quoi un système d'information hospitalier ou un SIH? C'est tout simplement un système d'information qui gère, entre autres informations, les données médicales concernant les séjours des malades. Alors, où est-ce qu'on va trouver ces données concernant le malade? C'est bien sûr la ressource principale, c'est le dossier médical. Si on devait définir le dossier médical, c'est tout simplement comment vous voyez le dossier. C'est la mémoire écrite des informations cliniques, diagnostiques et thérapeutiques des malades. C'est la résultante de tout ce qui a été fait ou dit lors du séjour hospitalier du malade. Et d'ailleurs, ça a été prouvé par des études américaines qui avaient une corrélation entre la qualité de la documentation et la qualité des soins. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas que le dossier médical est un document très très important. C'est votre mémoire, d'accord? Et que un dossier bien tenu permet la continuité des soins. Que va-t-on chercher et quelles sont les ressources critiques? Donc, bien sûr, on avait dit que le dossier médical, c'est vrai qu'il existe, mais qu'en est-il de sa qualité? Car dans un dossier médical, on va passer de l'approche médicale à une approche médico-économique. Bien sûr, vous connaissez tous le diagnostic d'entrée. Le diagnostic d'entrée, c'est tout simplement le motif d'hospitalisation. Pourquoi le malade a été admis? Le diagnostic étiologique, ça sous-entend qu'après avoir pris connaissance de l'état du malade, l'examiner, de faire des examens complémentaires, etc., nous allons poser un diagnostic étiologique. On va essayer d'expliquer son état de santé. Cependant, parfois, après avoir tout fait, on n'arrive pas à trouver une explication et on dit qu'on est dans un diagnostic de présomption. Et là, par exemple, le malade, il rentre pour une fièvre inexpliquée, donc on a tout fait, mais on n'arrive pas à expliquer sa fièvre. Et nous avons le diagnostic de sortie. Alors faites attention, le diagnostic d'entrée, ce n'est pas souvent le diagnostic de sortie. Le malade peut être admis pour une fièvre, et après, quand il a été donc pris en charge, c'était une méningite à méningocoque, et ça va être son diagnostic de sortie. Donc, en passant de l'approche médicale, maintenant, on va passer à l'approche médico-économique. Dans une approche médico-économique, on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on appelle le diagnostic principal, plus ou moins le diagnostic relié, les diagnostics associés, et puis les actes thérapeutiques et diagnostiques. Nous allons voir ça en détail. Alors, qu'est-ce que c'est un DP ou un diagnostic principal? C'est tout simplement, par définition, c'est le diagnostic ayant mobilisé l'essentiel de l'effort médical et soignant au cours du séjour hospitalier. Le diagnostic principal doit être énoncé en connaissance de l'ensemble des informations médicales. Donc, le DP, ça sous-entend que le DP ne peut pas être choisi à l'admission du malade. Parce que pour avoir une connaissance de l'ensemble des informations médicales, ça ne peut être fait qu'à la sortie du malade. Alors, il y a un petit inconvénient, c'est que ce n'est pas quand je parle de diagnostic principal, c'est forcément une maladie. D'accord? Ça peut être un acte parfois. Le malade qui est admis, par exemple, en hémodialyse, pour une séance d'hémodialyse, qu'est-ce qu'il y a, si je me pose la question, qu'est-ce qui a mobilisé l'essentiel de l'effort de l'équipe soignante? Le malade, il est rentré, le diagnostic, il est déjà connu, il rentre pour sa séance d'hémodialyse. Donc, mon DP c'est ma séance d'hémodialyse. Vous voyez que ce n'est pas une maladie. Alors, qu'est-ce que c'est un diagnostic relié? C'est tout diagnostic permettant d'éclairer le contexte pathologique de prise en charge du malade. D'accord? Donc, essentiellement, lorsque le diagnostic principal n'est pas en lui-même une affection. Tout à l'heure, je vous ai dit, le malade, il est rentré pour une séance d'hémodialyse. Donc, le diagnostic relié, donc, il est là pour éclairer le contexte de prise en charge. On avait dit que le DP, c'était la séance d'hémodialyse. Mais là, j'aimerais bien savoir, en DR, en diagnostic, pourquoi cette séance d'hémodialyse? Est-ce qu'il est en IRCT? Est-ce que c'est une insuffisance rénale suite à une maladie X? Donc, vous voyez que quand je rajoute le diagnostic relié, je vais juste éclairer le contexte de prise en charge. Les diagnostics associés, il faut savoir qu'il existe deux types de diagnostics associés. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les diagnostics associés, les dates, les diagnostics associés documentés. Ça, c'est tout ce qui est en rapport avec les antécédents du malade.
Et vous avez les diagnostics associés significatifs. Donc, quand on dit significatif, la DAS, la notion de pathologie qui est active, qui va modifier la prise en charge, qui nécessite une prise en charge. C'est ça. Donc, c'est toute la définition que vous devez garder, la plus utilisée. Donc, c'est une pathologie associée au diagnostic principal. Ça peut être une complication de celui-ci ou une complication de son traitement. Donc, voilà les trois types de DAS. Ça peut être une pathologie associée au DP, une complication de ce dernier, d'accord, ou carrément une complication d'un traitement. Alors, les actes diagnostiques et thérapeutiques, c'est tous les actes qui ont été réalisés afin de poser le diagnostic ou de procéder à un geste thérapeutique. Il faut savoir que les actes sont codés selon la classification des actes médicaux, donc à visée descriptive, et bien sûr, et non à partir d'une nomenclature générale des actes professionnels qui est à visée tarifaire. D'accord ? Alors, quels sont les supports qui existent ? Il y a ce qu'on appelle le rhume. Donc, chez nous, le rhume n'existe pas. Donc, le rhume, c'est pas le rhume. Donc, le rhume, c'est le résumé d'unité médicale. Parce que vous savez, dans la structure des établissements, donc vous avez les services et chaque service peut avoir plusieurs unités. Donc, le malade peut être hospitalisé dans une unité puis être transféré au sein du même service, mais vers une autre unité. Donc, on a d'abord ce qu'on appelle le résumé de l'unité médicale. Puis, vous avez le résumé clinique de sortie. Et vous avez le résumé standard de sortie. Donc, le RCS, le RSS. Le résumé standard de sortie, donc je vais parler d'abord du résumé clinique de sortie. C'est un résumé, c'est l'équivalent du rapport médical qui doit être remis au malade à sa sortie. Donc, c'est systématiquement le malade est en droit de connaître tout ce qu'il a eu durant son séjour hospitalier. Donc, le résumé clinique de sortie, il est produit à la sortie du malade, on lui remet ça à sa sortie. Le RSS, le résumé standard de sortie, il est produit à chaque sortie d'une hospitalisation, court séjour, en médecine, en chirurgie ou en obstétrique. Donc, les informations qui sont codées dans ce résumé, dans notre contexte, on va utiliser ce qu'on appelle la CIM-10, on verra après qu'est-ce que c'est, et la nomenclature générale des actes professionnels. Alors, en Algérie, dans le cadre des réformes hospitalières qui ont été lancées il y a plusieurs années de cela, mis en place dans plusieurs années de cela, dans le système d'information hospitalier, il y avait des outils de base. Donc, on a identifié d'abord le résumé standard de sortie, qui est un document médico-légal et administratif. Et nous avons les fiches navettes. Je crois bien que lors de votre passage dans les services, vous avez remarqué que ces documents circulaient. Donc, à chaque fois qu'il y a l'admission d'un malade, au niveau du bureau des entrées, on lui remet carrément son bulletin d'admission et il y a la fiche navette qui accompagne le malade. Donc, ces deux outils, justement, que ce soit le résumé standard de sortie ou la fiche navette, c'est sur la base de ces outils qu'on allait faire le financement des prestataires. Donc, c'est des outils d'évaluation de la prise en charge du malade. Ils ont été mis en place en 1993, c'est la circulaire numéro 14. Donc, la réflexion du système d'information médicalisée qui allait être mis en place, c'était d'allouer des budgets à partir d'une mesure, mais une mesure objective des pathologies prises en charge au sein de l'établissement. C'était aussi un outil de gestion interne des établissements parce que ça permettait de voir un petit peu qui fait quoi, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous produisons comme soins. Il permettait aussi une meilleure description de l'activité hospitalière, aussi bien une description de l'ensemble de l'établissement comme ça peut se faire au niveau de chaque service, et aussi la planification. Alors voilà le RSS qui est mis en place. Il comporte deux parties. Vous voyez que vous avez une partie qui doit être enseignée par le médecin au niveau de l'établissement, et cette deuxième partie qui est réservée au bureau des entrées. Donc cette partie-là, on va juste voir que vous avez l'établissement, le service, le chef de service, le nom, donc l'identification du malade, son nom, son prénom, sa date de naissance, le lieu de résidence, sa date d'admission à l'hôpital. Vous avez le dernier service d'hospitalisation, ça sous-entend que le RSS va être rempli au niveau du dernier service d'admission. D'accord ? Et là, vous avez la date d'entrée, le médecin traitant et la date de sortie. Le RSS égale un séjour hospitalier. Quand on parle de séjour hospitalier, ça sous-entend qu'il y a une date d'admission, il y a une date de sortie.
Et puis vous avez le motif d'hospitalisation, faites attention, donc le motif d'hospitalisation n'est pas forcément le diagnostic principal de sortie. Et vous avez tous les diagnostics associés, donc vous avez 1, 2, 3. Et remarquez que là, ce résumé standard de sortie, donc vous avez le médecin traitant qui le remplit, qui le signe, et aussi validé par le chef de service. Donc là, le problème pour remplir le résumé standard de sortie, c'est que il y a une extraction d'un problème d'extraction des données. Et comment, justement, je ne peux choisir un DP que si je connais, j'ai la notion de la définition du DP. Qu'est-ce que c'est un DP? Qu'est-ce que c'est un diagnostic associé significatif? La deuxième partie, je vous ai dit qu'elle est réservée au bureau des entrées. Vous savez pertinemment que ce résumé standard de sortie, une fois qu'il est rempli, la sortie du malade va être transmise au bureau des entrées. Au niveau de chaque bureau des entrées, vous avez ce qu'on appelle les médecins SIM. Donc, c'est des médecins qui vont traiter cette information. Et chaque diagnostic va être, bien sûr, codé par un référentiel qui est la SIM10. Voilà. Donc, imaginons que le RSS n'est pas bien renseigné, n'est pas bien l'écriture où il y a des abréviations. Parfois, on utilise des abréviations. Donc, les difficultés que va rencontrer le médecin SIM pour le codage et le traitement de cette information. Alors, quelques exemples rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, dans le choix du DP. Donc, vous avez un malade qui a été hospitalisé pour confusion, découverte d'une tumeur cérébrale. Donc, regardez, le motif d'admission, c'était la confusion. Après avoir fait une série d'examens complémentaires, on découvre que le malade a une tumeur cérébrale. Et bien sûr, vous voyez que son DP, c'est la tumeur cérébrale. De même, hospitalisation pour douleur thoracique, on découvre une angine de poitrine, donc mon DP devient l'angine de poitrine. Parfois, le malade a été hospitalisé pour céphalée. Conclusion de sortie, c'est des céphalées. Regardez là, le diagnostic d'admission et le DP est le même, c'est les céphalées. Voilà. Quelques exemples pour le choix du DP et du DR. Voilà, vous avez un séjour pour curithérapie à bas débit de dose pour cancer de la prostate. Donc là, je me pose la question, la malade a été admise pour quelle raison? Tout simplement pour sa curithérapie. Donc le malade a été admis pour une curithérapie pour un cancer de la prostate. Donc le DR, rappelez-vous, il est là pour éclairer le contexte de prise en charge. Donc on a fait une curithérapie parce que le malade présente un cancer de la prostate et pas un autre type de cancer. D'accord? Et si vous remarquez, quand j'ai un diagnostic, quand le DP est codé en Z, donc nous avons un diagnostic relié. Dans le cas contraire, je ne peux pas l'avoir. Quelques exemples de diagnostics associés significatifs. Vous avez la survenue d'une cystite à colibacide au cours d'une hospitalisation dont le motif principal est autre. Là, ça va être une cystite à colibacide. Il est très important de reporter, si vous avez une information sur le germe, il faut reporter cette information. Donc, il faut la reporter. Donc, un diabétique stable hospitalisé pour un autre motif principal. Regardez, donc, le DP, c'est l'autre motif principal, mais il ne faut pas oublier de mettre le diabète comme diagnostic associé significatif. Qu'un malade qui est diabétique, quand il est hospitalisé, ça nécessite bien sûr le suivi de son diabète et le traitement de son diabète. Reprenons maintenant un exemple. Donc, vous avez de RSS, vous avez une hospitalisation de 48 heures pour un bilan d'un cancer du sein traité il y a 1 an par tumorectomie et radiothérapie, résultat mise en évidence d'une métapulmonaire. Regardez, donc mon DP finalement, cette maladie, si je n'avais rien trouvé, ça allait être une surveillance négative, mais malheureusement, on a trouvé une métapulmonaire. Donc mon DP, c'est une métastase pulmonaire, mais comme il y a une métastase toujours, donc ça sous-entend que son cancer du sein, il est toujours là, donc on va le mettre en DAS. Voilà, d'autres exemples, une personne, donc un homme âgé de 59 ans, hospitalisé pour hématurie. Les examens mettent en évidence 2 polypes vésicaux qui sont enlevés par voie endoscopique. Les suites opératoires sont compliquées d'une infection urinaire. Il sort au J14. Donc, mon diagnostic principal, ce sont les polypes vésicaux. Donc, je ne peux pas mettre l'infection urinaire parce que la chose qui a mobilisé l'essentiel de l'effort de l'équipe soignante, c'est bien sûr s'il y a eu une intervention, c'est pour cette raison que ce sont les polypes vésicaux, mais je mets quand même l'infection urinaire en diagnostic associé significatif, car, rappelez-vous, c'est une complication du DP qui nécessite une prise en charge, et les actes qui ont été réalisés, je mets l'endoscopie. Donc voilà globalement ce que j'avais à vous dire pour la première partie. Nous allons maintenant parler des référentiels. Vous avez dit qu'il existait différents types de référentiels. Donc d'abord, on va aborder celle qui permet de classifier les maladies et les problèmes de santé. C'est la CIM10, classification internationale des maladies à sa 10e révision.
Donc la CIM, elle a vu le jour donc, en 1900 lors de la première conférence internationale pour la révision de la nomenclature. C'est une nomenclature qui est révisée tous les 10 ans actuellement, on est à la CIM 11. Alors pourquoi ces révisions? Parce que tout simplement, il y a de nouvelles maladies qui apparaissent, il y a des réajustements, donc, donc ça évolue en fonction des connaissances, et elle est revue et révisée par les sociétés savantes. Alors au départ, si je reviens un petit peu à son historique, c'est d'abord on s'est intéressé aux causes de décès, donc suite aux pandémies ou des épidémies de peste qui ont ravagé le monde, donc il fallait savoir de quoi mouraient les gens. On a commencé par la nomenclature des causes de décès, et jusqu'à sa 6e révision où on a introduit le classement des causes de morbidité. Voilà. Alors, elle permet une analyse systématique et l'interprétation et la comparaison des données de mortalité et de morbidité recueillies dans différents pays ou régions et à des époques différentes. Donc, la CIM est une classification des maladies, des signes et des symptômes. Gardez en tête que la CIM 10, ou la CIM carrément, la classification internationale des maladies et des recours aux soins, ne permet pas de coder les actes. D'accord? Elle ne peut pas coder les actes. Alors, cependant, c'est une classification, c'est un référentiel qui permet au pays de faire des comparaisons parce que tout va être transformé en code. On transforme les diagnostics de maladies ou autres problèmes de santé en code alphanumérique. Donc on va utiliser les mêmes codes. D'accord ? Maintenant, si je prends le C50, quand je dis C50, c'est carrément le cancer du sein, tout le monde saura que, quel que soit le pays, quand il voit le C50, c'est un cancer du sein. Donc ça va faciliter le stockage, la recherche et l'analyse des données. Et pourquoi la CIM? Donc vous voyez que quand on est dans le cadre des révisions, donc il y a beaucoup plus de possibilités de codage et il y a carrément des personnes qui travaillent pour la mise à jour de cette classification. Donc globalement, il y a 4 volumes, mais les plus utilisés, c'est le volume 1 qui est analytique et le volume 3 qui est alphabétique. Donc il y a des versions électroniques qu'on peut télécharger aussi, donc on n'a pas besoin de la version en papier. Les deux autres, c'est le guide d'utilisation et vous avez le volume 4 pour les pays en voie de développement. Celui-là, il a uniquement niveau de 3 caractères, tout simplement, c'est tout. Voilà comment ça se présente, le volume 1. Donc vous avez 19 chapitres qui sont codés pour coder la pathologie. Et chaque groupe de pathologie, il a un code alphanumérique. Quand je dis alphanumérique, c'est-à-dire qu'il y a une lettre, il y a des chiffres. Donc vous avez par exemple le A00 jusqu'à B99, ce sont les maladies infectieuses et parasitaires. Vous avez le C et le D, ce sont les tumeurs. Et après, vous avez remarqué que pour chaque groupe de pathologie, vous avez une seule lettre. Donc, mis à part pour les 2 premiers chapitres, mais pour le reste, bien sûr, par exemple, le système de l'appareil circulatoire, c'est codé en I. Les grossesses, accouchements et puerpéralité, c'est O. Le P, par exemple, concerne les maladies de la période périnatale, etc. Donc ça, c'est les 19 chapitres. Vous avez 2 autres chapitres, soit pour les causes des circonstances externes de mortalité et de morbidité. Et le 21e chapitre, c'est les autres motifs de recours aux soins. Donc, c'est toujours des codes alphanumériques. Donc, vous avez une lettre de A à Z. Vous avez 2 chiffres de 0 à 99. Donc, c'est ce qu'on appelle une catégorie. Donc, la catégorie, elle est toujours à 3 chiffres. Par exemple, la varicelle, c'est B01. Vous avez une 4e catégorie pour plus de précision, et c'est ce qu'on appelle quand on ajoute donc une sous-catégorie. Quand je mets une méningite varicelleuse, donc là on a ajouté le point 0 parce que nous avons une précision. Donc éventuellement il peut y avoir un 5e caractère pour certains chapitres. Ce sont des subdivisions pour le siège anatomique ou subdivisions pour les fractures ouvertes ou fermées ou pour type d'activité entreprise. Donc, mais en général, vous avez un code donc il y a les 21 chapitres, donc vous avez des blocs de catégories, c'est des blocs homogènes de catégories à 3 caractères. Et parfois, donc, vous avez des caractères uniquement à 3 catégories pour les affections isolées ou les groupes de malades avec caractère commun ou autre. Pour la 4e, la sous-catégorie à 4 caractères, donc c'est par rapport aux précisions, mais faites attention, donc quand j'ai le point 8, c'est pour autre affection,
Donc on remarque que de 0, donc point 0, point 1, point 2, point 3, point 4, donc ce que je cherche à coder n'existe pas, donc je vais la mettre dans le point 8. Et le point 9, il a le même sens que le point donc, à 3 caractères, donc je n'ai pas de précision, donc je peux garder le B09 par exemple, B09 point 9 ou le B09 tout court, parce que ça a le même sens et je n'ai pas de précision. Alors voilà le groupe maintenant pour l'analytique. L'analytique, il est structuré autrement. Donc l'analytique, il est plus détaillé, d'accord? Et vous avez, c'est des chapitres, vous avez des groupes. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, le C50, c'est le cancer du sein. Le C60 à C63, c'est les organes génitaux de l'homme. Le C64, C68, c'est les voies urinaires. Et regardez, je peux prendre par exemple ici le C67. Le C67, c'est les tumeurs malignes de la vessie. Donc à chaque fois quand j'ajoute un autre caractère, ça sous-entend que j'ai une autre précision. Par exemple, c'est une tumeur maligne de la vessie, mais qui siège au niveau du trigone de la vessie. Donc regardez, le point 0, c'est par rapport au siège de la tumeur, ou point 2, c'est la paroi latérale de la vessie. Donc, dès lors qu'il existe, l'emploi du quatrième caractère est obligatoire. Dès que j'ai une précision, je dois ajouter un quatrième caractère. Voilà, ça c'est, on a repris tout à l'heure, voilà, le dôme de la vessie, les parois latérales de la vessie, parois antérieures, parois postérieures, le col vésical, etc. Autres exemples aussi. Voilà, donc c'est juste des exemples. Alors, quelles sont les règles et les conventions de l'utilisation? D'abord, on commencera toujours par le volume alphabétique, puis on ira confirmer par le volume analytique. Donc, il faut toujours, il est impératif donc, de lire toujours les inclusions et les exclusions. Donc, inclusion, ça sous-entend qu'on vous dit d'emblée, ce chapitre comprend tel. D'accord? Quand on dit une exclusion, donc il vous dit que voilà ce qui est exclu, mais après, il nous donne le code. C'est-à-dire, il y a un renvoi. Le code de renvoi est toujours signalé entre parenthèses. Quand il y a une exclusion, j'ai à côté le code de renvoi de cette exclusion. Voilà. Je prends l'exemple de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale. Donc, il est codé de P00 à P96, pardon. Donc, au début du chapitre, il nous dit, voilà, ce chapitre comprend les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard. Regardez les exclusions. Lésions traumatiques, empoisonnement et certaines autres conséquences de causes externes. Et là, il y a le renvoi. Il vous dit, voilà, si c'est ça, il faut voir les codes entre S00 et T98. Les maladies endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles, c'est le E. Les malformations congénitales et les anomalies chromosomiques, c'est le Q00A. Le tétanos néonatal, parce que c'est une maladie qui affecte, donc c'est une maladie infectieuse. Il vous dit si c'est le tétanos néonatal, il faut voir le chapitre des maladies infectieuses et parasitaires, c'est le A33. Donc à chaque fois, il y a ce renvoi. Alors les conventions d'écriture de la CIM 10, c'est tout simplement le SAI. Quand on trouve le terme SAI, ça veut dire sans autre indication. Ce n'est pas précisé. Quand vous avez un terme entre parenthèses, ça veut dire la présence ou l'absence du mot entre parenthèses dans un libellé ne modifie pas le codage de celui-ci. Donc regardez, otite moyenne aiguë ou subaiguë, d'accord, c'est le H65.1. Qu'elle soit allergique, muqueuse, sanglante ou séreuse, le code ne change pas. Ça va être toujours le H65.1. Alors, quand vous avez des accolades, ce sont des expressions qui sont synonymes du terme. Par exemple, on peut parler de maladie pour certaines sociétés, donc on parle de maladie de Crohn, mais aussi son synonyme, c'est une entérite régionale. Alors que ce soit entérite régionale ou que ce soit maladie de Crohn, c'est le même code, c'est le K50.0. Nous avons aussi le double codage, la DAG et l'astérix. Qu'est-ce que c'est ? Pour l'astérix, c'est tout simplement un code pour la manifestation. Et quand c'est une DAG, c'est pour l'étiologie. Par exemple, ici, le M01.1, on dit que c'est une arthrite tuberculeuse. Donc, la manifestation, voilà, une arthrite tuberculeuse. Mais si c'est pour une DAG, donc c'est le A18.0, et regardez que ça change carrément, parce que là, je suis dans l'étiologie. Donc, si je vais coder l'étiologie, la tuberculose des os et des articulations, donc c'est une maladie infectieuse, d'accord? Voilà.
c'est le A18.0 et cette DAG-là montre bien sûr qu'il s'agit d'une atteinte des os et des articulations. Contrairement à l'arthrite tuberculeuse, regardez là, c'est une arthrite, donc l'arthrite elle est codée par rapport au M, d'accord, avec sa manifestation, donc il y a une manifestation tuberculeuse. Le NCA, c'est non classé ailleurs, donc c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que je ne trouve pas, elle n'est classée dans aucun des d'autres catégories, donc d'où l'intérêt de toujours se référer à l'index alphabétique. Le et ou, ça ne change rien. Par exemple, je peux coder quand j'ai embolie, donc l'embolie c'est I74, quand j'ai la thrombose artérielle c'est le I74, donc comme je peux avoir les deux, c'est toujours le et ou, donc c'est toujours le même code. Le volume alphabétique, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait 3 sections. Vous avez un index des chapitres de 1 à 19 et 21, donc à l'exception des médicaments et des produits chimiques. Il contient aussi la table des tumeurs. Vous avez la deuxième section, c'est l'index des causes externes de morbidité et de mortalité. Et vous avez la troisième section, c'est par rapport, bien sûr, aux médicaments et aux produits chimiques. Voilà, donc dans le tableau des tumeurs, vous avez toutes les précisions. Est-ce que c'est une tumeur primitive, secondaire, in situ, bénigne ou d'évolution imprécise ou inconnue. Pour les médicaments, donc le tableau des médicaments et le produit chimique, là aussi, vous avez le médicament, vous avez le code du chapitre. Est-ce que la cause était accidentelle? Est-ce que c'est une auto-intoxication? Ou la cause elle a été indéterminée? Ou au cours d'usage thérapeutique? Et vous allez voir que le codage change à chaque fois qu'on a cette précision. Par exemple, si c'est au cours d'un usage thérapeutique, ça va être du Y51. Donc, on ne trouvera pas le même codage quand c'est une cause accidentelle. Pardon. Alors, dans le volume analytique, alphabétique, il faut faire très attention. Quand vous allez voir, on fera la TD sur ça, vous avez ce qu'on appelle les indentations. C'est quoi une indentation des termes? C'est tout simplement ce petit tiret. Regardez. Par exemple, je vais vers la lettre, donc c'est comme l'utilisation de dictionnaire. Donc, je vais commencer par la fracture, d'accord? Mais là, regardez, j'ai fémur, mais j'ai un petit tiret juste à côté. Ce petit tiret, je monte juste au-dessus, c'est la fracture du fémur. Donc l'indentation correspond au mot qui est juste au-dessus. Maintenant, si j'ai deux indentations, ça sous-entend que j'ai deux mots. Comment que je vais les lire? Donc je remonte col, d'accord? Pour le mot qui est juste. Et pour le premier, c'est la fracture. Donc c'est la fracture du fémur du col. Imaginons que nous avons ajouté une troisième indentation. Donc c'est la fracture du fémur, le col inférieur. Voilà, c'est ça. Il faut faire très attention à ces indentations. Donc le choix, quand on est sur le volume alphabétique, il ne faut pas choisir, il faut regarder s'il n'y a pas les indentations. Parce que si vous avez des indentations ici, ça sous-entend que là, vous avez trois mots. On n'est pas en train de coder inférieur S72.4, mais non, on est en train de coder le S72.4 correspond à la fracture du fémur du col inférieur. Deuxième point, c'est les renvois et les codes. Donc, parfois, il y a des renvois. Parce qu'il vous dit, bon, folie, c'est F99, mais il vous dit, voir aussi démence. Peut-être que le terme correspondant, c'est beaucoup plus la démence et non pas la folie. Le NCA, c'est toujours non classé ailleurs et d'où l'intérêt de vérifier dans le volume analytique. Alors, quelques recommandations pour l'utilisation de la CIM. Il faut toujours localiser le terme principal. Il faut toujours s'aider d'un dictionnaire médical au besoin, d'un dictionnaire des termes médicaux et des CI. Se reporter, donc on va commencer toujours par le volume alphabétique. On n'a pas le droit d'interpréter, il faut coder ce que nous avons. D'accord ? Toujours vérifier dans le volume analytique, je commence par l'alphabétique, je vais rechercher le mot à coder, je vais identifier mon code, et là je vais vérifier dans le volume analytique. Dans le volume analytique, il faut toujours lire les inclusions et les exclusions avant de choisir le codage, d'accord? Et éviter autant que possible les codes point 9, parce que rappelez-vous, le point 9, je vous ai dit, c'est que je n'ai plus de précision. Et tout ce qui est codé en R, parce que si tous les résumés standards de sortie sont codés en R, ça sous-entend que je suis dans les signes et les symptômes, point d'interrogation. Donc, est-ce que tous les séjours vont être codés en R?
Alors, la deuxième partie, c'est les référentiels actes. Alors, référentiel actes, bon, il y a différents outils. Je vais juste les citer. Il y a ce qu'on appelle la CCAM. Donc, nous avons ce qu'on appelle la classification commune des actes médicaux. Bon, je les cite, après vous allez voir pourquoi. On a le catalogue des actes médicaux et nous avons la nomenclature générale des actes médicaux. Vous voyez qu'il existe différents outils, mais chaque outil, son objectif est différent. Donc, la CCAM et CDAM, donc la CDAM, permet la description de l'acte. La nomenclature générale des actes professionnels permet la tarification de l'acte. La classification commune des actes médicaux, c'est une classification qui est utilisée en France à partir des années 2005. C'est tout simplement la fusion entre les deux. C'est pour ça qu'on dit classification commune. C'est la fusion du catalogue donc, des actes médicaux et de la nomenclature générale des actes professionnels. Parce que tout simplement, on s'est aperçu qu'il fallait juste avoir un seul référentiel qui permettait aussi bien la description de l'acte que la tarification. Alors revenons maintenant, qu'est-ce que c'est la nomenclature générale des actes professionnels? Parce que dans notre pays, nous avons seulement cette nomenclature. C'est un référentiel de description et de codage des actes réalisés. Ce référentiel, il est commun au secteur privé et public. Il a été fait en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. La mise à jour a été donc demandée en 2006. Donc la mise en place à la suite de cela pour sa mise à jour, on a mis en place une commission de la nomenclature et une commission de la tarification en juillet 2005 au niveau du ministère de la Santé et du ministère chargé de la Sécurité sociale pour une révision et une mise à jour. Bien sûr, le ministère de la Santé était chargé donc, de mettre à jour tous les actes qui sont pratiqués dans les établissements de santé. Et le ministère de la Sécurité sociale devait bien sûr identifier le tarif de remboursement de chaque acte. Alors c'est un outil, pourquoi ça a été mis à jour, parce qu'une mise à jour a été demandée, parce que tout simplement il devait être un outil d'évaluation du mode de paiement, tous les actes nécessitant une hospitalisation et tous les soins ambulatoires, dans le sens où ça permettait au système, donc aux structures de santé, d'évaluer des activités assurées et à la sécurité sociale de faire une comptabilité analytique. Comment qu'elle se présente? Donc, il y a trois parties dans la NGAP. Vous avez les actes techniques médicaux, vous avez les actes des auxiliaires médicaux et vous avez les actes de biologie médicale. Donc, au total, dans sa révision qui a été faite par le ministère de la Santé, l'ancienne nomenclature qui date des années 80 comportait 1721 actes. La nouvelle nomenclature qui a été révisée, on est passé à 9000 actes identifiés. Dans sa description, elle repose sur la lettre clé. Donc, c'est un signe dont la valeur en unité monétaire est établie dans les conditions prévues par les dispositifs et réglementaires relatifs à la détermination des tarifs pour les soins médicaux et dispensés. Donc, selon le type d'acte, vous avez les consultations et les visites et vous avez les actes professionnels. Je crois bien que vous avez tous une idée parce que vous l'avez utilisé même si on ne savait pas ce qu'on... Donc, lors de votre passage au niveau des établissements ou lors des stages, vous avez remarqué que parfois le malade, il vient avec une petite feuille où on demande de la remplir et vous mettez parfois CS ou vous mettez C carrément. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la consultation. Donc, c'est ça la lettre clé d'une consultation. Et vous voyez que ces lettres clés, tout dépend bien sûr de la personne qui va le réaliser. Vous avez une lettre clé par rapport au profil et par rapport au type d'acte qui est réalisé. Est-ce une consultation de médecin généraliste, c'est un C. Si c'est le médecin spécialiste, c'est un CS. Le psychiatriste, c'est un C-psy. Le dentiste, c'est un CD. La sage-femme, c'est un CSF. Maintenant, si c'est une visite, ça ne devient plus une consultation, mais c'est une visite, donc c'est le V. Et si c'est une consultation de nuit ou un jour férié, on va préciser ça. C'est une CGF, c'est-à-dire consultation le jour férié, ou carrément une visite de nuit, donc VN. Maintenant, pour les actes professionnels, donc 33 lettres clés ont été identifiées pour les actes professionnels. Et bien sûr, ce sont des abréviations. Par exemple, le NP, c'est pour le néphrologue. Et chaque personne va s'identifier. Donc, l'anesthésiste réa, c'est le AR. Le chirurgien, c'est le CH. Et l'infirmier, c'est les AMI, donc AMI, etc. Le dermatologue, c'est les DE.
Donc, qu'est-ce que c'est le coefficient? C'est tout simplement un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte qui va être remboursé. Alors, la notation d'un acte sur une feuille de maladie, donc vous allez mettre le codage numérique de l'acte avec la lettre clé et le coefficient qui est fixé par la nomenclature. Dans son principe de construction, et là je parle de celle qui a été révisée, c'est que l'acte qui est décrit donc dans sa totalité, tous les temps correspondant à la bonne pratique indépendamment de la réalité de la pratique, y compris la rédaction de son compte rendu. Donc je dis bien y compris la rédaction de son compte rendu. Donc l'acte global, vous avez soit un acte global, donc description de l'acte dans l'intégralité de sa réalisation. Je cite un exemple, colectomie gauche avec abaissement de l'angle gauche sans rétablissement de la continuité par la parotomie. Et regardez dans sa description, elle est totale, tout ce qui a été fait, quelle est la voie d'abord, etc. La colostomie est un temps obligé, donc pas explicité. Chez un patient habituel, donc le plus fréquemment rencontré. On peut avoir aussi des actes isolés qui sont réalisables de façon indépendante, par exemple une amygdalectomie par dissection, ou carrément ça repose à des procédures. C'est des actes isolés couramment associés, ou je peux trouver des actes complémentaires. Dans son organisation, donc on avait dit que la nouvelle nomenclature comprenait plus de 9000 libellés. Dans son organisation, donc on a essayé de faire la même chose comme la CIM 10 parce que les médecins CIM sont habitués, donc on a l'habitude de travailler avec ce référentiel et donc on a reproduit un petit peu la même structure. Donc nous avons 16 chapitres qui sont constitués par système ou appareil. Vous avez le chapitre 17, ce sont des actes sans précision topographique et le 18, ce sont les gestes complémentaires et modificateurs. Donc chaque chapitre, vous avez des sous-chapitres. On va commencer toujours par les actes diagnostiques, puis les actes thérapeutiques. Et vous avez des paragraphes et des sous-paragraphes par rapport à la technique d'investigation, la topographie et la nature de l'acte. Et enfin, le libellé. Donc voilà. Donc pour chaque organe, par exemple le 1, c'est le système nerveux, 2, c'est l'œil, 3, c'est l'oreille, 4, c'est les vaisseaux, etc. Donc on a donné, pour chaque chapitre, il a été identifié à part. Dans le principe de description, donc le plan type par chapitre, on commence toujours par les actes diagnostiques. Donc après, on va décrire la technique et la topographie. Dans ça, c'est pour les actes diagnostiques, par exemple. Je cite le descriptif de l'acte. Par exemple, là, on agit sur, rappelez-vous, le cœur et vaisseau, c'était le 4. Il va y avoir une hiérarchisation des composantes. Et enfin, on aura le libellé. Donc 1, 2 et 3. Je cite un exemple de l'œil et les annexes. Donc, on commence toujours par les actes diagnostiques. Après, vous allez avoir le descriptif des actes thérapeutiques. Donc, 0,2, on est sur l'œil. 0,02, on est dans les actes thérapeutiques sur paupières et sur cils. Et regardez, donc le 0,2.02, c'est bon, c'est déjà identifié. Quand on ajoute le 0,01, c'est la suture de plaie de la paupière et du surcil. Si j'ajoute encore un autre niveau, donc une autre description, et là vous avez le 0,02, c'est l'œil, 0,02 c'est un acte thérapeutique, 0,01 c'est une suture de plaie de la paupière. Quand on ajoute un autre 0,1, c'est la suture d'une plaie du surcil. Regardez le 0,02, suture d'une plaie cutanée d'une paupière sans atteinte du bord libre. Donc à chaque fois qu'il y a des actes qui sont différents, donc le codage va être différent. Alors, la finalité, donc, c'est quoi du système d'information médicalisé? Gardez en tête que tout ça, on verra bien sûr un TD pratique sur l'utilisation de la CIM, comment remplir le résumé standard de sortie, comment travailler sur la CIM 10. Mais la finalité, gardez en tête que la finalité des systèmes d'information médicalisée, c'est que le patient c'est le client, doit être au centre du système. C'est sur cette base-là que l'achat des soins doit être fait. Dépendra aussi la qualité des soins. Et bien sûr, le choix du prestataire aussi. Donc, il y aura une concurrence qui est fictive parce qu'on va acheter des soins à moindre coût de meilleure qualité. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport pour le système d'information médicalisé. Merci.